Je m'appelle Gustave Versuever, je suis belge et je suis membre de la tribu de la Belgique du Nord. Donc, le français n'étant pas ma langue maternelle, je m'excuse pour toutes les erreurs que je parlerai aujourd'hui. On va faire un petit voyage dans le sud du Soudan. Et je propose qu'on va d'abord voir un peu comment fonctionne la structure sociale et économique du peuple djé. Et après, on entre dans le thème du temps. Les djés n'ont pas vraiment été explorés ni étudiés par d'anthropologues. Leur endroit, leur habitat est assez isolé et même quand j'étais dans les années 90 et 2000, dans certaines régions de Djé, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont dit « vous êtes le premier blanc qu'on voit ». Donc c'est quand même très isolé. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais eu contact avec le monde extérieur, mais avec un blanc. Il y a des gens qui venaient me toucher comme ça. Donc c'est une société encore assez traditionnelle. Ça ne va pas durer parce que le gouvernement du Soudan du Sud veut vraiment investir dans le fait que l'ethnicité des différents groupes ethniques doit disparaître pour faire un pays homogène. On va voir ce que ça donne. Donc les Djés, ils habitent le coin tout à fait sud-est du pays du Soudan. À côté, leurs voisins sont les Toposa et les Nyangatom. Les Djés ne comptent que 8000 personnes. Dans la région, c'est peu, parce que les Toposa, c'est presque 250 000. Les Nyangatom, c'est 30 000. Si on va plus loin, les Turkana, ils sont 500 000. Donc les Djés, c'est vraiment le tout petit groupe dans la région. Le temps. Voilà. Le temps, parlons d'abord du temps climatique. La région où habitent les Djés, c'est connu dans les anciens écrits des explorateurs, surtout anglais. Ils le nommaient The Great Thirst, la grande soif. Donc au fond, les explorateurs du fin du 19e et début du 20e siècle, ce qu'ils faisaient, c'est faire l'exploration géographique, mais surtout aller d'une montagne à l'autre, parce que dans les montagnes, on trouve toujours un peu d'eau. Et dans la grande traversée d'une montagne à l'autre, souvent c'était 100 km, 50 km, à une époque que tout était fait à pied. Donc pour les explorateurs, c'était une région très très difficile de pénétrer et de passer. Aujourd'hui, ça reste, mais on a les voitures. Les précipitations annuelles, ça commence à devenir un problème. Ici, je donne une graphique qui est basée sur les pluies juste au sud du territoire djé, mais ça revient au même. Et si on voit qu'entre 1940 et 1990, on voit très clair que ça diminue. Le lac Turkana, qui est le grand réservoir dans la région, il a baissé déjà de plusieurs vingtaines de mètres depuis que les explorateurs l'ont visité la première fois. Donc, la pluie, l'eau est un problème primordial pour les Djés. Le grand problème, c'est que ce n'est pas vraiment un problème d'eau, parce qu'il y a de l'eau, il y a la pluie. Mais c'est l'irrégularité de la pluie. On peut préparer un petit endroit pour planter le sorghum, c'est la plante qui est la plus répandue là, mais si la pluie ne vient pas, on n'a rien. Si la pluie ne tombe pas sur le bon moment, on n'a rien. Il y a des années, moi j'ai vécu une année où toute la pluie, toute l'année était tombée en un seul jour. Ça veut dire que c'est un ravage, mais pour le restant de l'année, il n'y a rien. Et donc, les Djés, ils sont forcés de vivre avec le bétail. Le bétail, c'est leur trésor, c'est leur compte bancaire, c'est tout ce que vous voulez. Ils ont le petit bétail, ils ont le grand bétail. Et pour illustrer l'importance du bétail pour eux, je vais juste citer le cas du bœuf favori. Quand un adolescent qui passe déjà beaucoup de temps avec le bétail de son père,
Le père, en général, il lui donne un bœuf jeune. Le jeune homme le traite, il va acheter chez des voisins les ornements les plus chers qu'il peut, il va créer des chansons pour illustrer la beauté de son bœuf. Il va déformer les cornes, ça se fait avec des pierres, chaque fois il casse, et puis avec des ficelles, des cordes, il le tire dans la direction qu'il veut. Donc quand il chante lors des cérémonies, il va chanter aussi la chanson qu'il a créée pour son bœuf favori en faisant la mimique des cornes de son bœuf favori. Maintenant, ce bœuf favori représente au fond pour le garçon, qui devient adulte après, tout le bétail qu'il a. Donc il va le traiter le mieux que possible. Si le bœuf meurt, soit par maladie, soit lors d'une rencontre avec des ennemis, il y a des gens, c'est connu, qui se suicident. Parce que ce n'est pas comme ça qu'un bœuf favori va mourir. Le bœuf favori ne peut mourir qu'en l'offrant pour une cérémonie qui est faite pour le bien de tout le monde. Pas pour une personne, pas pour une famille, pour le bien de la société. Et donc il est tué par une femme, et la femme mettra les cornes au-dessus du grenier. Les djés, ils pensent bétail. Tout ce qu'ils disent, c'est toujours le bétail. Et donc, par exemple, quand les femmes font des danses, elles font des gestes pour que les jupes font comme ça, juste comme la queue d'une vache. Ou elles ont des ornements de bras, ils font comme ça aussi, pour que ça revienne au geste de la queue. Mais vivre dans cette région très aride avec le bétail, ça veut dire qu'il faut bouger. Ça s'appelle la transhumance. Et les jeunes hommes, presque 6 mois ou plus par an, ils ne sont pas chez eux, ils sont dans la brousse. À des grandes distances parfois. Si c'est vraiment très sec, ils vont de plus en plus loin, souvent près des territoires des ennemis, mais c'est un risque qu'ils doivent prendre. Dans les camps éloignés, près du village, les gens restent, donc les anciens, les enfants restent dans le village, mais comme ils ont le petit bétail, ils doivent faire des trous dans la rivière sèche pour trouver de l'eau. Et alors ici à droite, vous voyez un trou où il y a 4 personnes pour donner l'eau comme ça. Moi j'en ai vu un de 7 personnes. C'était très profond et très risqué. Donc, en haut, à gauche, il y a un village traditionnel. À droite, un camp dans la brousse. De plus loin qu'ils vont, le plus qu'ils mettent une défense. Donc, ils vont cercler le camp de bétail, loin du village, pour le défendre en cas de problème. Et les jeunes filles, pour elles, c'est les vacances quand elles peuvent partir dans les camps de bétail, pas trop éloignés. Parce que c'est le moment de leur vie qu'elles peuvent aller avec les jeunes hommes, les tout beaux, sans que les parents et les beaux-parents et les grands-pères sont là pour vérifier ce qu'elles font. Donc elles partent comme ça et elles reviennent comme ça. La sécheresse étant un grand problème, ça veut dire que chaque 2 ou 3 ans, il y a ce qu'on appelle une petite famine. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens et du bétail qui meurent. Chaque 8 à 9 ans, c'est la grande sécheresse. Là, c'est pire. Quand il y a une grande famine, les conflits augmentent parce que le bétail meurt. Les gens, parfois, ils doivent même aller vivre dans la région d'autres ethnies, ce qui donne des conflits. Aujourd'hui, comme vous le savez, cette région a subi plusieurs guerres. Presque tous les djés et leurs voisins sont armés avec des kalachnikovs et d'autres armes automatiques. Ça pose un grand problème, parce qu'avant les guerres, c'était avec la lance, et aujourd'hui, c'est avec le kalachnikov. Et même les blancs, entre guillemets, qui viennent aider les missionnaires, les gens des NGO, ne sont pas épargnés de ce problème. Vous voyez ici à droite une des voitures de missionnaires qui a été
atteint par une balle. Les Djé et leurs voisins, chaque groupe est subdivisé en plusieurs, disons, sous-tribus. Ça s'appelle des sections de territoire, qui sont très indépendantes. Une section territoriale peut, à la limite, quand il y a un grand problème avec la sécheresse, peut migrer dans un autre endroit et aller vivre là et peut-être ne pas revenir. Donc ils s'intègrent dans une ethnie voisine. Pour les Djé et leurs voisins, comme le bétail et tout, ils ne mangent presque jamais la viande. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Ce qu'ils prennent du bétail, c'est le lait, c'est le sang, même l'urine parfois, qu'ils mélangent avec le sang. Ils tuent un animal quand c'est dans un contexte rituel. Et là, je parle de bœuf. Ils peuvent aussi tuer les moutons et les chèvres dans des rituels plus locaux. Alors, comme j'ai travaillé avec les Djé depuis 1997, j'ai fait des amis là-bas. Et chaque fois que j'arrive, ils sont très, très contents. Peut-être parce que je suis là, mais j'ai mes doutes, mais surtout parce que c'est une excuse pour tuer un mouton et pour qu'ils puissent manger de la viande. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire comme ça. Ça ne se fait pas. C'est comme tirer de l'argent de la banque et le jeter par la fenêtre. On ne fait pas. Alors, outre le bétail, c'est les plantations. En haut à droite, vous voyez une femme qui travaille le sorgho. À gauche, les animaux sylvestres, parce que les Djé habitent la région d'un parc national, où il y a encore beaucoup de bétail, des animaux comme faune. Et puis, quand il fait vraiment sec, ils mangent aussi des graines de toutes sortes de plantes. Les Djé, alors là, on commence à entrer dans le domaine du temps. Ils ont un système d'un calendrier annuel. Donc, ils ont 12 noms pour les lunes, l'une qui suit l'autre. Maintenant, le grand problème est que chaque lune est associée avec un phénomène dans la nature. Si ce phénomène, à cause de la sécheresse prolongée, ne se présente pas, qu'est-ce qu'ils font avec ce calendrier? Ils attendent jusqu'à il y a une lune qui représente un des aspects liés à une lune. Donc ils sautent parfois des lunes. Et parfois ils doivent attendre 2 mois, 3 mois pour aller voir le phénomène qui est lié avec le mois qui vient. Donc c'est un calendrier très très flexible. Le calendrier n'est pas là uniquement pour dire maintenant telle fleur va apparaître, mais aussi pour indiquer les activités de tout le monde. À l'époque sèche, c'est ça et ça ce qu'on fait pour survivre. L'époque des pluies, c'est ça et ça et ça. Tout est bien classé comme ça. Et donc le moindre changement met leur calendrier en jeu. Alors ici, j'ai donné 3 exemples de leur version pour des mois qui se suivent. Mais je vous dis, c'est très flexible. Hein, donc rien n'est vraiment fixe. Un autre système de penser le temps, c'est les années. Alors les Djé, ils donnent un nom à chaque année. Chaque année est représentée par un phénomène, le phénomène plus important pour l'ethnie de l'année passée. Donc ils peuvent par exemple dire, l'année passée, c'était l'année qu'on a su tuer beaucoup de bœufs. Ça veut dire que c'était une année formidable. C'était l'année qu'on n'a pas su boire le lait. C'est une année désastreuse. Et donc chaque année, comme ça, reçoit un nom. Ce n'est pas toujours lié à quelque chose de la nature. Ça peut aussi être un événement. On a été attaqué par telle ethnie. Et donc, quand on analyse, parce que moi j'ai fait une analyse de presque 50 noms d'années, alors on voit qu'il n'y a que 26%
où les noms sont liés à un événement positif. Une grande fête, beaucoup de nourriture, mais ça veut aussi dire que dans 74% des cas, c'était négatif. Donc la plupart des années sont considérées par les Djé comme des années négatives, des années où il faut survivre et pas vivre. Les Djé, moi je dis toujours que c'est un peuple qui bouge, qui se meut dans l'espace et dans le temps. D'abord un peu sur l'espace, parce que c'est important pour comprendre. On a déjà parlé de la transhumance. Donc, ils suivent au fond les nécessités du bétail. Ici, j'ai inclus une petite carte pour montrer la flexibilité de leur migration. Ici, ce sont les endroits où ils sont allés s'installer, donc avec les villages plus grands. Les Djé, ils ne sont pas, je dirais, ils ne sont pas mariés avec leur territoire. Si aujourd'hui, à 50 ou à 100 km, les circonstances sont meilleures, ils vont s'installer là. Et ils ne vont pas regretter le territoire qu'ils ont laissé. Et c'est comme ça que dans l'histoire des Djé, on voit qu'ils ont fait un chemin en 2 siècles, 3 siècles, ils ont fait un chemin de plus ou moins 300, 400 km, en passant par ici, par là, et chaque fois c'était pour suivre les circonstances, pour trouver un endroit qui était le meilleur pour leur bétail et donc pour eux. Ici j'ai fait une petite carte de la région entière, et on voit que ces gens-là, que ce soit des groupes en vert, parce que les couleurs reflètent l'affiliation linguistique, vous voyez, l'un vient là et l'autre passe par là. Les migrations dans ce territoire, c'est très, ça fait partie de leur pensée, de leur identité, mais ça veut aussi dire que les frontières que nous on a établies ne valent rien. Ça veut aussi dire que quand les Anglais, par exemple, sont arrivés dans la région, ils ont dit ça c'est le territoire des Toposa parce que les Toposa étaient là à ce moment-là, mais rien ne dit que les Toposa sont là encore aujourd'hui. Hein. Mais les Blancs pensaient que ça c'est leur territoire, et comme c'était un point pour toujours, dans cette région-là, les gens continuent à migrer. Maintenant, le temps. Donc j'ai dit, ils bougent dans l'espace, ils n'ont pas un endroit fixe, et le temps, c'est un problème, c'est très complexe parce qu'ils ont ce qu'on appelle le système générationnel. C'est pas facile. Mais quand on arrive dans un village, il y a donc le village, et à côté, 100 mètres, 200, 300 mètres de là, il y a toujours un arbre où il y a toujours des hommes pendant la journée. En principe, il doit y avoir 2 ou 3 arbres comme ça. Les gens, les hommes qui se regroupent là, font partie de la même génération. Donc, génération A, son arbre est là, génération B, là, et C, là, par exemple. Là, les hommes se réunissent, ils causent, etc. Dans ces endroits, il y a toujours des hommes de différents âges, adolescents, très vieux, on a de tout. Ils se reposent aussi, hein, ils suivent un peu le soleil pour les vieux, ils accompagnent le bétail dans leur tête. Maintenant, les générations chez eux, ce n'est pas comme chez nous. Donc moi j'ai ici donné les générations dont les Djé se souviennent encore, et les 4 derniers, je les ai mis en noir et en foncé parce que c'est les générations qui existent encore aujourd'hui. Donc il y en a 4. 4 générations, en même temps. Alors ici j'ai mis Nikale, c'est les pères, et Ningoletian, ce sont les fils. Ça veut dire quoi? Les pères, ça c'est la génération enfin, au fond, qui est le maître au moment. C'est eux qui peuvent bénir les gens. C'est eux qui sont le plus près, comme génération, de Dieu. C'est eux qui décident si une grande guerre se fait ou non. Ce n'est pas les fils, ce n'est pas les autres, c'est les pères. Donc ce n'est pas un concept de père et fils, mais un concept plus général, c'est pour ça que je mets toujours avec majuscule. Les fils sont là pour faire ce que les pères disent. Un concept principal dans ce système générationnel, c'est qu'on nourrit toujours
ceux qui sont plus âgés. Donc, dans une génération, tu peux donner de la nourriture aux gens qui sont beaucoup plus vieux que vous-même, mais dans le système générationnel, ce qui se fait souvent, c'est que surtout, il faut nourrir la génération précédente. Ici, c'était une cérémonie que mon épouse et moi, on a assisté. C'était une cérémonie dans laquelle les pères demandaient à leurs pères, les grands-pères, entre guillemets, pour pouvoir bénir leurs fils. Donc c'est un système très complexe. Pour comprendre le système, j'ai fait ce petit diagramme. Le triangle, c'est l'homme, le cercle, c'est la femme. Donc on voit l'homme, son premier fils, son dernier fils. Il y en a beaucoup plus. Hein. Son premier fils, il peut avoir 30 ans quand le dernier... lui, il peut avoir 30 ans quand le dernier est né. Donc le père, il a 80 ans, c'est pas exceptionnel. Hein. Le père, il a 80 ans quand son dernier fils est né, et il en avait 30 quand son premier fils est né. Ce fils, il a un fils, il se marie vers 30 ans, donc quand celui a 60 ans, celui-ci n'en a que 10. Ça veut dire que chaque personne de la même, ici, tous les fils de ce monsieur appartiennent tous à la même génération. Qu'il ait 30 ans ou 80 ans, ce n'est pas important. Mais ça veut aussi dire que cette génération appartient aussi à la même génération, à une autre génération. Là, les différences vont encore être plus grandes parce que leurs fils, ça va encore être plus grand les différences entre les petits-fils ici et les petits-fils là. Donc c'est un système très étendu. Ça veut dire qu'on peut facilement avoir un grand-père physique qui, au fond, n'est pas ton grand-père. Parce que les générations sont comme ça. Tu peux avoir 80 ans et tu dois respecter un garçon de 10 ans parce qu'il est ton père. Donc c'est un système d'alternance entre les générations. Ici, c'est la courbe pour montrer comment ça fonctionne. Mais au fond, ce qui est important, c'est que, par exemple, Moana, la génération Goana, elle a commencé en 1800 environ. Hein. En 1930, elle a assumé la position de père du pays. Donc il y a déjà 130 ans, ça veut dire que les premiers-nés là n'ont jamais été pères. Ils étaient morts avant que tu pouvais venir père. Ceux qui sont au centre, bonne chance. 50 ans plus ou moins qui restent pères du pays. Et après, la génération continue, hein, mais ils ne sont plus pères. Et les derniers nés, ils ont une position de la génération Moana, mais ils n'ont pas été pères du pays. C'est la position de père du pays qui est très importante. C'est les pères qui décident ce qui se fait. Évidemment, les pères, ils vont demander à leur père, mais ils sont déjà très peu nombreux. Aujourd'hui, chez les Djé, il y a encore une trentaine de Moana. Il y en a qui sont vieux, il y en a qui sont plus jeunes. D'ici 15 ans, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand cette pyramide devient trop large? Alors, les grands-pères ou les pères décident, on termine avec cette génération. Et ceux qui sont nés plus tard deviennent membres de la prochaine génération. Parce que sinon, les 230 ans aujourd'hui, ça devient 280, une autre génération, ça c'est pas tenable. Donc ils doivent couper. Mais ça, c'est la décision des anciens. Ça devient encore plus complexe quand on sait que chaque génération, il y a des classes d'âge. Au fond, les classes d'âge, ça correspond avec le nombre de fils que quelqu'un a, parce que les G disent 2 frères ne devraient pas être membres de la même classe d'âge. Ce n'est pas la vérité, il y en a des cas, mais c'est une expression. Et ça veut dire qu'un garçon de 20 ans ne devrait pas être là avec son frère qui a 25 ans, parce que c'est trop près. On les sépare dans les classes d'âge. Maintenant, les classes d'âge, c'est au fond le pivot des générations, parce que chaque classe d'âge doit nourrir les autres.
Donc, nourrir les classes d'âge précédentes et nourrir la génération précédente. Ce système-là fait que dans une bonne année, il y a quand même pas mal de cérémonies qui se font. Ça veut dire qu'il y a pas mal de bœufs et d'autres qui sont tués ou sacrifiés. Ça veut dire que les gens se nourrissent bien à cause de ce système de classe d'âge et de génération. Maintenant, chaque classe d'âge veut se montrer. Ça peut être par les conflits avec les voisins. Donc, une classe d'âge d'une région, ils décident, sans avertir leur père, on va attaquer tel village, là-bas. Ils partent avec les kalachnikovs. Supposons que l'attaque a un succès, ils ramènent du bétail. Le bétail arrive dans le village ou dans la région, à eux, mais les gens qui ont attaqué ne gardent pas le bétail. Ils le donnent à d'autres pour éviter que ça soit retrouvé. Donc, quand tu attaques, tu ne reçois rien. C'est quand tes amis attaquent ou les autres classes d'âge, ça c'est quand tu reçois. Moi, j'ai assisté à ce rituel. C'était le premier rituel d'une classe d'âge qui voulait montrer qu'ils sont très vaillants, qu'ils sont très forts. Et donc, ils ont chanté pendant des heures et des heures et des heures, c'était très long, pour montrer à tout le monde la force de ces classes d'âge. Les classes d'âge qui arrivent à faire quelque chose d'exceptionnel, ce sont les classes d'âge qu'on s'en souvient. Les classes d'âge qui n'ont rien fait d'exceptionnel, on les oublie. Donc, chaque classe d'âge essaye de montrer qu'ils sont différents et plus forts et plus vaillants que les autres. La nourriture, c'est pas justement tuer un animal et le découper et tout le monde prend une partie. Non, puisque c'est nourrir les anciens, que ce soit génération ou classe d'âge. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça se fait pendant... C'est très rituel. Ça veut dire une personne bien déterminée, c'est la personne qui peut tuer les bœufs. Une autre personne fait le découpage. Une autre personne prépare le four où il prépare la viande. Et après, toute la viande passe par l'aîné du groupe dédié, pour lequel la viande est dédiée. Donc c'est très, très organisé. Ici à gauche, l'homme avec le chapeau un peu pourpre, ça c'est l'aîné du groupe. Et donc les autres vont d'abord lui donner chaque pièce. Et lui il dit, ça c'est pour lui, ça c'est pour lui, ça c'est pour lui. C'est lui qui décide. Passage de père en fils, ça se fait chaque 50 ans. Comme on a vu, les 50 ans qu'une génération reste père du pays. Malheureusement, donc la prochaine fois, ça sera vers 2030. Je ne crois pas que je participerai. Mais c'est une cérémonie qui a été vue par un missionnaire ici, en 1980, où il y a des centaines et des centaines, des milliers de gens qui se réunissent, presque toutes les nuits, et que les hommes avec des plumes d'autruche, leurs lances, parce qu'on peut avoir un kalachnikov, mais ça c'est pour la guerre, ou pour défendre le bétail. Quand c'est rituel, c'est des lances. La lance, c'est la prolongation de la personne. Quand il parle oration, la lance, c'est une prolongation du bras. Donc lui, il indique « Béni soit notre peuple, maudit soit ce peuple ». Et tout le monde « Maudit, béni ». Donc c'est très corporel, très uni. Et donc ces rituels, c'est chaque 50 ans. Et c'est pendant ces rituels-là que les djés et leurs voisins se montrent dans toute leur beauté. Malheureusement, ce n'est que ça, 50 ans. Est-ce que j'ai parlé trop? Voilà. Donc, j'espère que vous avez un peu retenu de ce peuple formidable. D'ailleurs, djé, ça veut dire les bagarreurs. Les autres l'ont appelé comme ça parce que c'est un petit groupe qui se défend très bien. Donc, ils ont dit, ça, c'est des bagarreurs. On fait comme ça, ils répliquent. Voilà. Je vous remercie infiniment pour l'attention et pour être venu assister à cette petite conférence. Merci beaucoup.